Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Now that I can see that none of you are wearing Maintenant, je vois que vous n'avez pas d'écouteurs pour écouter les orateurs en anglais. Je vais continuer à parler en anglais, mais après, nous pourrons parler en français à Meet the Speakers, si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de la biodiversité et des changements climatiques. Mais en tant que directeur de cette fondation que j'ai créée il y a 15 ans pour la diversité mondiale, je crois qu'il faut aller plus loin dans l'exploration, comme Finano vient de le faire, pour encourager la diversité culturelle et pour aussi préserver les connaissances et les savoirs locaux, traditionnels. En fait, nous sommes tous d'accord sur le fait que les changements climatiques se produisent, sont en train de se produire, mais il faut penser aussi aux conséquences culturelles, sociales, économiques. Je crois qu'une première conséquence, c'est l'extinction. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la 6e extinction majeure qui se produit depuis la création de l'univers. Prenons le cas des plantes pour illustrer mon propos. L'Union internationale pour la conservation de la nature a affirmé que 1 à 2 sont en train de mourir. Il y a donc 22 aujourd'hui d'espèces qui vont peut-être disparaître. Ça veut dire peut-être des centaines et même plus d'espèces qui vont disparaître, sans parler des 33 dont on ne sait pas dans quelle situation elles sont. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente au niveau des pâturages, au niveau de la désertification. On voit bien que ce chiffre de 22 d'espèces menacées risque encore d'augmenter plus. Ce n'est pas simplement les plantes et la diversité des plantes qui doit nous préoccuper, mais c'est également à d'autres niveaux que nous devons nous préoccuper, comme par exemple dans le cas de la production agricole. On voit bien que la production agricole va diminuer, peut-être partout, sauf dans les latitudes du Nord. Donc, si vous êtes au Canada, tant mieux, mais si vous êtes en France ou plus dans le Sud, il y a de quoi être préoccupé. Ce n'est pas simplement la production agricole qui doit nous préoccuper, c'est la diversité génétique et la biodiversité. Vous savez que la FAO, par exemple, estime que nous avons perdu 75 de la diversité de nos céréales, comme le riz que vous voyez ici, de nos fruits, de nos légumes qui s'appauvrissent peu à peu au cours des dernières années. Ça fait un siècle que ça dure. Ça fait 3/4 de la diversité de notre agriculture qui est disparue. Si vous êtes un consommateur, un agriculteur ou un jardinier comme moi, vous savez que cela peut avoir des effets très préjudiciables. J'ai aimé l'affirmation de Gilles Boeuf. Il a dit « Nous pouvons changer ». Gilles Boeuf a bien insisté sur le fait que nous avons 400 000 espèces sur la planète et nous en avons besoin. Et justement, si nous voulons améliorer la santé et nous voulons améliorer notre bien-être, c'est là qu'il faut intervenir. Malheureusement, ce n'est pas simplement la diversité biologique qui est menacée, c'est aussi la diversité culturelle que Hinano vient de nous décrire. Les communautés indigènes, les communautés locales, leurs savoirs, leurs expériences, leurs pratiques sont menacées et sont également en voie de disparition dans le monde entier. Et cela peut sembler un paradoxe, parce que ce sont là des habitants dont les ancêtres ont domestiqué les espèces que nous utilisons aujourd'hui. C'est eux qui nous ont permis de découvrir comment utiliser les espèces sauvages et comment les acclimater. Et c'est aussi eux qui ont été à l'origine de cette conservation in situ, c'est-à-dire sur le lieu même où pousse cette flore et où vit cette faune. Donc, les communautés indigènes sont aujourd'hui sur le front ou la ligne de front de cette lutte contre les changements climatiques. Ils le font tous les jours de leur existence. Mais ils sont aussi peut-être ceux qui vont nous donner ou nous demandent de trouver les solutions les plus audacieuses, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Il faut essayer de voir quelle est la réponse qui va nous permettre de redéfinir notre destinée commune. Voici l'approche que notre Fondation pour la diversité mondiale a essayé de mettre en place au Maroc, où j'ai vécu au cours des 20 dernières années. Je travaille avec un groupe d'étudiants, de jeunes chercheurs, et également de membres de la communauté universitaire, mais qui travaillent au Maroc. Et ils ont créé une association pour la biodiversité au Maroc et pour les modes de vie. Et nous essayons de voir s'il y a 15, 20 ou autres, plus de ressources
de la biodiversité et dans le domaine des plantes qui nous permettent justement de continuer à vivre correctement. Un de nos nouveaux collaborateurs, c'est Mustafa Kobas, qui vient d'être aujourd'hui nommé jeune leader au Forum économique mondial de Davos. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il est un des seuls 3 représentants de l'Afrique du Nord. Il a créé une entreprise sociale qui permet donc de reconnaître et d'identifier un certain nombre de produits qui sont fabriqués par des toutes petites exploitations agricoles et qui peuvent avoir une portée, un intérêt énorme au niveau cosmétique. Par exemple, cela permet d'avoir de meilleurs revenus et grâce au profit qui est fait, il peut y avoir des investissements dans les communautés rurales et ceci peut être très utile pour les femmes. Il peut y avoir des projets comme par exemple des énergies renouvelables à petite échelle ou alors tout simplement au niveau des cultures de certaines plantes qui sont tout à fait utiles et que nous essayons d'identifier, de promouvoir. Maintenant, ceci étant, une des plantes, c'est la caroube. Je ne sais pas si vous connaissez la Ceratonia silica. C'est le caroubier. C'est un arbre qui peut être un substitut à la production de cacao. Moi, je pense que c'est une insulte peut-être pour les fèves de chocolat, parce que c'est peut-être pas aussi bon au niveau du goût, mais vous pouvez le donner aux animaux et également les graines ont des vertus médicinales. Le caroubier a été cultivé pendant très longtemps au Maroc parce qu'il y a une variabilité génétique, une diversité génétique qui permet à cette espèce de devenir très résiliente et de s'adapter, et ceci, quels que soient les scénarios produits par les changements climatiques. Une autre plante qui me semble également très intéressante, c'est ce cactus, ou la figue de Barbarie. La figue de Barbarie que vous voyez là, et nous avons commencé à utiliser the Barbary fig en anglais aussi, traduction littérale. Vous voyez que cette espèce qui est très courante en Afrique du Nord est assez invasive. Elle vient en fait du Mexique à l'origine, avec des fruits très colorés. Vous les voyez parfois sur les étals des marchés et qui sont consommés dans les pays méditerranéens. Mais la valeur alimentaire est importante. Il y a aussi de l'huile que l'on peut extraire, qui a une grande valeur ajoutée pour tout ce qui est produit dermatologique. Et j'ai toujours eu une passion pour les plantes, comme pour les figues de Barbarie, les caroubiers et autres plantes diverses et variées. Et au cours des 30 dernières années, j'ai eu l'opportunité de travailler avec de jeunes chercheurs et des membres de communautés dans plus de 50 pays. De façon, justement, à augmenter le rayonnement de cette fondation, j'ai créé il y a 5 ans, j'ai créé cette université d'été. Et ça, c'est une expérience annuelle qui permet de regrouper des experts de l'environnement qui viennent du monde universitaire, des organisations à but non lucratif et également de certaines associations. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre tous ensemble. Nous choisissons généralement 20 personnes parmi des centaines de candidats pour assister donc à cette université d'été. Et une des leçons que j'ai pu tirer de cette expérience est très intéressante parce que je voudrais vous dire que dans les années 60, on nous disait « n'ayez pas confiance dans des gens qui ont plus de 30 ans ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'on disait à l'époque. Dans les années 60. En fait, je suis un petit peu moins rigide en ce qui concerne la limite d'âge. Je pense que vous l'êtes peut-être moi aussi, vous aussi. Donc, je pense que nous avons des leaders dans le domaine de l'environnement qui ont un impact et un rayonnement très important. Leo Boyorona, elle vient du Kenya. Et justement, elle est dans l'affiliation de Wangari Maathai, qui a gagné un prix pour la paix, parce qu'elle a créé à ce moment-là ce que l'on appelle le mouvement de la ceinture verte. Et Gloria donc suit les traces de Wangari Maathai pour renforcer les zones de forêt au Kenya, surtout en essayant de mettre en avant les connaissances et l'expérience des communautés pour la restauration de l'environnement et pour trouver des espèces qui sont durables. Gloria est également inspirée par
Rebecca Murty, qui a travaillé dans les forêts et qui s'occupe de la gestion des terres et de la forêt. Elle travaille à l'UNCI pour la conservation de la nature et également pour savoir qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter les dommages collatéraux des catastrophes naturelles. Par exemple, vous avez des systèmes qui sont naturels, qui sont restaurés. Il faut protéger les infrastructures. Il faut aussi protéger les communautés qui y vivent. Elle essaye aussi d'encourager les gouvernements et le secteur privé à faire des investissements plus significatifs pour maintenir, sauver, restaurer les écosystèmes, surtout dans des pays qui ont connu des catastrophes naturelles. Et comment le fait-elle? Eh bien, prenez le cas du tsunami en 2004 au Sri Lanka. Et elle a posé la question que nous posons tous au cours du prochain tsunami. Est-ce que vous aimeriez être sur la plage, là où la végétation et les différentes falaises ont disparu, ou vous préféreriez être ailleurs, c'est-à-dire là où il y a un environnement naturel préservé avec un véritable écosystème qui a été sauvegardé et où la vie et les infrastructures sont protégées? Où préféreriez-vous être? Maintenant, nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin que le Sri Lanka, le Kenya ou les îles Fidji pour apprendre les vraies leçons. Hugo D'Ambrosio, un biologiste d'Espagne, partage son expérience et son savoir en ce qui concerne l'extraordinaire biodiversité qu'il y a près de Barcelone et dans d'autres régions, mais dans des régions du monde entier. C'est grâce, justement, à l'arrivée des migrants qui nous apportent avec eux des connaissances sur les plantes et les plantes elles-mêmes et nous apprennent comment les cultiver, que nous avons de nouvelles possibilités au niveau de nos régimes alimentaires et au niveau des médicaments que nous voulons développer. Et j'espère que dans 20 ou 30 ans, à partir de maintenant, lorsque nous assisterons au développement de cette diversité grâce aux différents produits que nous aurons sur les étals des marchés et dans nos assiettes, nous pourrons remercier les migrants qui ont été les premiers à nous les faire découvrir. Brian Smukasa, qui s'occupe de planification urbaine et de conception des villes en Ouganda, rêve de créer des villes qui soient plus habitables, plus conviviables, là où il y aurait un voisinage et un partage entre les différentes générations, la création d'espaces verts, mais aussi des espaces verticaux, horizontaux, en utilisant la poterie africaine ou d'autres savoirs traditionnels où on peut cultiver des plantes qui viennent des zones rurales d'où elles proviennent à leur origine. Donc, les plantes qui peuvent être résilientes et également la restauration écologique pour protéger les communautés, une biodiversité qui soit accessible et des espaces verts dans les zones urbaines. Voici quelques innovations qui nous proviennent de ces personnes dont je viens de citer le nom. Mais également, dans notre université d'été, nous sommes en train de mettre en place un réseau qui permet à des centaines et peut-être des milliers de jeunes experts dans le domaine de l'environnement afin qu'ils puissent partager et échanger leurs idées. Voici le message que nous devrions envoyer à Paris en 2015 lors de la COP 21, un message essentiel. Je pense que nous devrions accueillir avec bienveillance toutes ces voix qui surgissent de l'environnement et pour la protection de l'environnement. Et nous devrions croire en leur leadership. Je crois que cette mobilisation qui commence à l'origine même de la vie et qui nous permettra les négociations que nous attendons est la vraie réponse que nous devons apporter face aux changements qui menacent la biodiversité et la vie de tous.